Des cryptographes ont passé plus d'un siècle à tenter en vain de déchiffrer ne serait-ce qu'une seule page. Même l'ancienne équipe de décodage d'Alan Turing est repartie les mains vides. C'est finalement un petit laboratoire informatique universitaire, composé non pas d'historiens, qui a orienté un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle vers ce livre. Et ce qu'il a découvert, personne ne l'avait anticipé. Le livre qui a résisté à tous les déchiffreurs. Le manuscrit Voynich est un véritable ouvrage conservé à la bibliothèque Beinecke des livres rares et manuscrits de l'université Yale, répertorié sous la référence MS 408. Il compte environ 240 pages de parchemin en peau d'animal, appelé vélin, couverte d'une écriture manuscrite fluide dans un alphabet que personne sur Terre n'est capable de lire. Des scientifiques de l'Université d'Arizona ont analysé 4 échantillons de ce parchemin grâce à la datation au carbone 14 en 2009 et ont obtenu un résultat avec une certitude de 95%. Le vélin avait été fabriqué entre 1404 et 1438, situant clairement le livre au début des années 1400, durant le bas Moyen-Âge européen. Les pages regorgent également d'illustrations étranges. On y trouve des plantes ne correspondant à aucune espèce connue, des cartes stellaires et des symboles du zodiaque, des femmes dénudées se baignant dans des bassins reliés par de curieux tubes, des diagrammes circulaires que certains appellent rosettes, des récipients d'apparence pharmaceutique et de longs blocs de texte que certains chercheurs interprètent comme des recettes. Les historiens ont regroupé tout cela en 6 sections, en se basant uniquement sur les illustrations, puisque personne ne peut lire les mots qui les accompagnent. Ces éléments constituent des faits établis, reconnus par presque tous les historiens ayant étudié l'ouvrage. Les véritables débats commencent dès que l'on tente d'expliquer le sens réel des mots, et c'est ce débat qui a attiré l'intelligence artificielle il y a quelques années. Des informaticiens ont alors tenté une approche inédite. En janvier 2018, un expert en traitement automatique du langage naturel nommé Greg Condry, accompagné de son étudiant en master Bradley Hauer à l'Université d'Alberta, a décidé de soumettre le manuscrit à une analyse par intelligence artificielle. Plutôt que de chercher à traduire directement les mots, ils ont conçu un algorithme destiné à identifier d'abord la langue d'origine. Leur méthode s'appuyait sur des échantillons de la Déclaration universelle des droits de l'homme, traduite en 400 langues différentes, puis comparer les structures de ces textes avec celles de l'écriture voynich. Au départ, ils supposaient que le manuscrit pouvait être rédigé en arabe. Après exécution de leur algorithme, le résultat indiquait une toute autre direction. L'hébreu est ressorti comme le candidat le plus probable. À partir de là, les deux chercheurs ont développé une théorie selon laquelle le texte utilisait ce qu'on appelle des alphagrammes, c'est-à-dire que chaque mot pourrait représenter une version mélangée d'un mot réel, avec les lettres réarrangées, à la manière d'une anagramme. Ce simple glissement de l'arabe vers l'hébreu constituait déjà une surprise que personne n'attendait d'un logiciel. Mais lorsque l'équipe a appliqué cette hypothèse hébraïque à des phrases concrètes du manuscrit, quelque chose d'encore plus troublant en est ressorti. La phrase qui a fait le tour du monde grâce à leur méthode des alphagrammes, combinée à Google Traduction, a permis à Condra et Hauer de produire une première phrase lisible tirée de l'ouverture du manuscrit. Une fois déchiffré et traduit, le texte donnait à peu près ceci. Elle formulait des recommandations à l'intention du prêtre, du maître de maison et de moi-même ainsi que du peuple. Condra a déclaré aux journalistes que la phrase était grammaticalement correcte et pouvait être interprétée, qualifiant cela d'une véritable avancée majeure. Après des décennies de silence total autour du texte, les médias s'en sont emparés très rapidement. Fox News a publié un titre affirmant que le manuscrit était enfin décodé. La presse canadienne s'en est également fait l'écho. Global News a interviewé Condra en personne au sujet de cette découverte. Pendant quelques jours, on aurait dit que l'un des mystères les plus tenaces de l'histoire venait de se fissurer grâce à un laboratoire d'intelligence artificielle universitaire. Cet enthousiasme n'a cependant pas duré bien longtemps, dès lors que d'autres experts ont examiné de près la manière dont cette phrase avait été produite. Ce qui suivit se transforma en l'une des controverses scientifiques les plus publiques que la communauté Voynich ait connue depuis des années. La réaction négative s'est manifestée en l'espace de quelques jours seulement. Des spécialistes du Moyen Âge et des chercheurs spécialisés dans le manuscrit Voynich ont contesté les résultats presque aussitôt. Damian Fleming, médiéviste à l'université Indiana University Purdue University Fort Wayne, a publiquement tourné en dérision cette découverte sur les réseaux sociaux, peu de jours après que l'article eut été relayé.
Sa principale critique ne portait pas sur la partie identification de la langue, qui reposait sur des méthodes statistiques solides. Ce qu'il remettait en question, c'était l'étape finale de traduction, lors de laquelle l'équipe avait eu recours à Google Traduction, un outil conçu pour l'hébreu moderne, afin d'interpréter des mots pouvant avoir plus de 600 ans et qui, de surcroît, étaient réorganisés de façon désordonnée. Les critiques faisaient valoir qu'aucun spécialiste de l'hébreu ancien n'avait été consulté pour vérifier le sens réel du texte, ce que Condra lui-même avait reconnu comme étant indispensable pour confirmer un jour la signification complète du manuscrit. Des chercheurs spécialisés dans le manuscrit Voynich ont rappelé que, au fil des décennies, des dizaines de personnes avaient annoncé des percées similaires, avant de tomber dans l'oubli une fois que personne n'avait pu reproduire leurs résultats. Ce schéma, une annonce fracassante suivie d'une correction rapide, n'avait rien de nouveau dans ce domaine. Il s'est reproduit 1 an plus tard, cette fois avec un poids institutionnel encore plus important derrière lui. En mai 2019, l'Université de Bristol a publié un communiqué de presse annonçant que l'un de ses propres chercheurs, le docteur Gerard Cheshire, avait percé le code du manuscrit en seulement 2 semaines. Cheshire affirmait que le texte était rédigé dans une langue disparue qu'il nommait proto-roman, une forme ancienne de latin parlé antérieure aux langues modernes telles que l'italien et l'espagnol. Son article, publié dans la revue Romance Studies, soutenait que l'ouvrage traitait de la santé des femmes, de remèdes à base de plantes et de soins par le bain. Des médias allant de CNN à la BBC ont relayé l'information en l'espace de quelques heures. Puis la contestation s'est manifestée encore plus vite que lors de l'affaire de l'étude en intelligence artificielle de l'année précédente. Lisa Fagan Davis, directrice exécutive de la Medieval Academy of America, a qualifié l'idée entière d'une proto-langue romane de pure absurdité, affirmant qu'elle avait tenté de reproduire les résultats de Cheshire plusieurs années auparavant, et que la méthode s'effondrait dès qu'on essayait de l'appliquer de manière cohérente. Selon elle, les substitutions étaient subjectives, ce qui signifiait qu'on pouvait façonner les lettres en n'importe quel mot, selon le résultat que l'on espérait obtenir. Bristol a retiré l'article de son propre site en l'espace d'1 journée, indiquant que des inquiétudes avaient été soulevées quant à la validité de la recherche. 2 affirmations majeures, formulées 2 années différentes, toutes 2 annoncées avec éclat, et toutes 2 rapidement remises en question par des experts extérieurs. Une 3e théorie existe également, celle qui soutient que le manuscrit entier n'aurait peut-être même pas besoin d'être traduit, car il n'y aurait peut-être rien de réel à traduire. La théorie qui affirme que tout l'ouvrage serait un faux. En 2004, un chercheur nommé Gordon Rugg a proposé quelque chose de radicalement différent d'une hypothèse linguistique. Il a soutenu que le texte aurait pu être produit à l'aide d'un outil appelé une grille de Cardon, un dispositif percé de trous découpé dans du carton que l'on fait glisser sur un tableau de fragments de mots. En alignant la grille sur des colonnes remplies de préfixes, de radicaux et de suffixes, on peut générer mot après mot quelque chose qui ressemble statistiquement à une vraie langue, sans que rien n'ait la moindre signification. Rugg a mis en avant le schéma inhabituel de longueur des mots du manuscrit, qui se comporte d'une façon étrangement régulière, que les langues humaines naturelles produisent rarement, comme preuve soutenant un processus mécanique de ce type. Il existe cependant un problème sérieux avec la chronologie. La grille de Cardan a été inventée par Gerolamo Cardano en 1550. Le vélin du manuscrit a été daté par Carbone 14 entre 1404 et 1438, soit plus d'1 siècle avant que cet outil n'existe. Rugg a contourné cet écart en suggérant soit qu'une version antérieure de la grille avait existé et que l'histoire l'avait simplement perdue, soit que le manuscrit avait été rédigé plus tardivement que le vélin lui-même, en utilisant du vieux parchemin qui traînait depuis des décennies. Cet écart chronologique n'a jamais été pleinement résolu par quiconque, ni du côté de ceux qui croient à l'imposture, ni de l'autre côté. Cela rejoint également un problème plus profond, enfoui à l'intérieur des lettres et des mots du texte lui-même, un problème que ni l'étude sur l'intelligence artificielle, ni la théorie du canular ne parviennent à expliquer complètement. Les mots qui se comportent comme une vraie langue sans en être une. Des chercheurs analysant le texte brut du manuscrit ont découvert quelque chose d'étrange en utilisant un concept mathématique appelé entropie de l'information, qui mesure le degré de prévisibilité d'un écrit. Un charabia aléatoire tend à obtenir un score très élevé sur cette mesure, car rien n'y suit de schéma particulier. Les langues humaines réelles obtiennent des scores bien plus bas, certaines lettres et structures de mots se répétant constamment.
L'écriture Voynich obtient également un score faible, se rapprochant davantage du comportement d'une vraie langue que du bruit aléatoire. Les mots obéissent également à des règles internes, strictes concernant les caractères autorisés en début, au milieu ou en fin de mots, à l'image des règles grammaticales que l'on trouve dans de véritables langues. C'est précisément ce type de structure qui pousse certains chercheurs à croire qu'un sens réel se cache quelque part dans ce texte. Et c'est aussi, chose étrange, le même type de structure que la méthode de Rugg peut recréer accidentellement par un simple processus mécanique. Les deux camps du débat peuvent s'appuyer sur des preuves statistiques identiques et en tirer des conclusions radicalement opposées. Cette contradiction réapparaît dès que l'on s'éloigne des lettres pour examiner l'origine concrète de ce livre, bien avant qu'il n'atteigne les rayons d'une bibliothèque. La chaîne de possession est tout aussi trouble que le texte lui-même, une succession de propriétaires qu'on ne peut pas pleinement confirmer. Le premier propriétaire identifié par son nom est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Rodolphe II, qui régna de 1576 à 1612, et qui aurait acquis le manuscrit pour 600 ducats d'or, convaincu qu'il avait été rédigé par le philosophe anglais médiéval Roger Bacon. Cette affirmation provient d'une lettre rédigée plusieurs décennies plus tard par Johannes Marcus Marci, médecin à Prague, adressée au savant jésuite Athanase Kircher à Rome. Aucune trace dans les livres de comptes impériaux ne confirme que Rodolphe ait effectivement réalisé cet achat, ce qui a conduit certains historiens à considérer l'histoire des 600 ducats comme une légende plutôt qu'un fait avéré. Le livre aurait ensuite quitté Rodolphe pour passer entre les mains de son pharmacien de cour, puis finalement à un alchimiste du nom de Georg Baresch, qui ne parvint pas davantage à le déchiffrer et supplia Kircher de l'aider à le traduire en 1639. Après la disparition de Baresch, Marci hérita du manuscrit et l'envoya à Kircher en 1665, accompagné de sa désormais célèbre lettre. Le livre disparut alors des archives publiques pendant environ 2 siècles, jusqu'en 1912, quand un libraire polonais du nom de Wilfrid Voynich le découvrit dans un coffre à la Villa Mondragone, un collège jésuite proche de Rome, et l'acheta immédiatement. Même le récit que Voynich fit de cette découverte présente de légères incohérences entre sa propre version et celle que sa femme coucha sur le papier par la suite. Ce seul détail explique pourquoi une théorie de plus refuse de disparaître totalement. L'idée que l'ensemble du manuscrit pourrait être une mystification réalisée bien plus récemment qu'on ne le suppose généralement, et que Voynich en serait lui-même l'auteur. Un petit nombre de chercheurs ont avancé l'hypothèse que Wilfrid Voynich aurait fabriqué le manuscrit entre 1900 et 1912, en utilisant de véritables fragments de vélin anciens pour lui donner une apparence d'authenticité, avant d'inventer de toutes pièces l'écriture et les illustrations, afin de valoriser une découverte mystérieuse sur le marché des livres anciens. Voynich avait un passé mouvementé, mêlant faux documents et activités révolutionnaires, ce que les partisans de cette théorie citent volontiers comme la preuve qu'il possédait les aptitudes nécessaires à une telle tromperie. On souligne également que l'écriture du manuscrit présente une uniformité frappante d'un bout à l'autre. Contrairement à la plupart des livres médiévaux, copiés par plusieurs scribes travaillant ensemble dans un atelier, le résultat de la datation au carbone 14 réalisée en 2009 constitue le plus grand obstacle à cette théorie, puisqu'il confirme que le vélin lui-même provient bel et bien du début des années 1400, soit des siècles avant même la naissance de Voynich. Ce seul test scientifique n'écarte pas totalement chaque variante de la thèse du faux, car un vélin ancien aurait théoriquement pu être réutilisé par un faussaire plus tardif. Mais il place devant la version la plus répandue de la théorie du canular un élément matériel particulièrement difficile à contourner. Voilà donc ce à quoi tout cela aboutit réellement. Après l'étude linguistique par intelligence artificielle, la thèse du proto-roman de Bristol, la théorie du canular de Cardingril, les analyses d'entropie et plus d'un siècle de registres de propriétés truffés de lacunes, personne n'a produit de traduction que d'autres experts aient pu confirmer de manière indépendante. Les travaux d'intelligence artificielle de Kondrack et Hauer ont fourni aux chercheurs un indice véritablement utile, un pointeur statistique concret vers l'hébreu comme langue d'origine possible, publié dans une revue sérieuse à comité de lecture intitulée Transactions of the Association for Computational Linguistics.
Mais la phrase isolée qui a fait les manchettes reposait sur un outil de traduction moderne, jamais conçu pour un texte vieux de 600 ans et potentiellement brouillé, et Kondrack lui-même a précisé qu'une confirmation complète nécessiterait encore l'intervention d'un historien de l'hébreu ancien, prêt à s'attaquer au reste de l'énigme. La thèse de Bristol s'est effondrée en quelques jours sous un examen identique. La théorie du canular se heurte à son propre mur, avec la datation au carbone 14. Ce que les preuves soutiennent réellement, ce n'est ni un mystère résolu, ni un faux avéré. Elles désignent un manuscrit qui ne cesse de produire des structures suffisamment réelles pour séduire de véritables scientifiques, et suffisamment complexes pour faire voler en éclats chaque affirmation de victoire jusqu'à présent. Si ce genre d'exploration approfondie vous attire, s'abonner ne coûte rien et permet à cette chaîne de continuer à exhumer des histoires comme celle-ci.